Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer la vidéo et le sujet du jour, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si le contenu vous plaît ou alors carrément à vous abonner. Générique. Souvent en histoire, pour mieux comprendre un événement, on est forcément obligé de le replacer dans son contexte. Et c'est le but de cette vidéo qui va vous parler des années 1920 aux États-Unis. Nous sommes donc aux États-Unis dans les années 1920, qu'on surnommera aussi les années folles. En effet, les États-Unis connaissent une croissance exponentielle due à plusieurs facteurs. Et oui, parlons du contexte de cette Première Guerre mondiale. En effet, la France et le Royaume-Uni, qui sont les deux plus grandes puissances de l'époque avant-guerre, ont connu d'énormes pertes au niveau financier et humain à cause de ce conflit. Par exemple, pour la France, sur une population d'à peu près 40 millions d'habitants, il y a eu à peu près 1 700 000 soldats tués et 4 500 000 blessés de guerre, ce qui est tout simplement énorme. En plus de tout cela, la France est endettée à hauteur de 200% de son PIB, qui correspond au produit intérieur brut, c'est-à-dire à l'ensemble des richesses produites sur son territoire. Pour rappel, le PIB est un indicateur économique qui correspond à l'ensemble de la valeur des biens ou des services produits dans un pays, quelle que soit la nationalité de l'entreprise ou de celui qui produit. Si on compare bien sûr ces chiffres avec aujourd'hui, c'est presque 2 fois la crise du Covid en termes de dette, ce qui est complètement énorme. D'ailleurs, à l'époque, la France lèvera pour la première fois un impôt qu'on connaît encore aujourd'hui, l'impôt sur le revenu, afin de financer la guerre. La France aura donc toujours besoin d'argent et à cette époque, on lance même les emprunts nationaux, c'est-à-dire que la France va emprunter aux épargnants, aux Français qui vivent sur son territoire, l'argent qu'ils ont sur leur compte. En échange, bien sûr, ils proposeront un intérêt de 5% que les épargnants récupéreront à la fin de la guerre si la France est victorieuse. Bien sûr, on peut rajouter à cela l'Empire allemand et l'Empire austro-hongrois, les deux grands rivaux des empires britanniques et français, qui perdent cette guerre et qui à l'époque sont en train de payer tout le coût du conflit. Le traité de Versailles en 1919 les prive notamment de territoires, d'industrie, mais aussi les condamne à payer à peu près 6 milliards de livres sterling de l'époque. Mais attendez, pourquoi on parle de l'Europe alors qu'on est censé parler des États-Unis dès 1920? Eh bien c'est très simple, car les États-Unis ont un lien direct avec ce premier conflit mondial. En effet, s'ils n'ont pas voulu intervenir dès 1914, ils entrent en guerre en avril 1917, et ce pour plusieurs raisons. Officiellement donc, en 1914, les États-Unis ne sont pas en guerre. Sauf que, officieusement, ils vont aider les Alliés, notamment le Royaume-Uni et la France, en envoyant via des cargos de transport entre le continent américain et le continent européen, des marchandises qui pouvaient servir à l'effort de guerre. Marchandises qu'ils vont cacher dans les soutes des cargos. Les Allemands, qui s'étaient un petit peu doutés de l'affaire, avaient commencé à livrer une guerre sous-marine à ces cargos en coulant un à un les ravitaillements américains, tuant des civils au passage. D'ailleurs, c'est suite à un de ces torpillages que les États-Unis décident en avril 1917 de rentrer dans le conflit. De plus, il faut se souvenir que les États-Unis entretenaient d'excellents rapports avec les Britanniques et les Français. En effet, dès 1778, la France avait aidé à l'indépendance américaine avec l'envoi de troupes de la part de Louis XVI. Et en 1794, il y avait eu un traité commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Symbole de ce fait, la part des États-Unis dans les importations françaises passe de 10% en 1913, qui correspond à peu près à 850 millions de francs, à 30% en 1916, à hauteur de 6 milliards de francs.
Bien sûr, il faut rajouter à cela le prêt d'argent aux deux plus grandes puissances de l'époque, qui sont les grands vainqueurs de ce premier conflit. La France, qui sera financée à hauteur de 2,7 milliards de dollars par les États-Unis, et le Royaume-Uni, à hauteur de 4,5 milliards de dollars. À cela, il faut aussi rajouter, bien sûr, l'investissement des États-Unis dans l'économie européenne. Tout d'abord en prêtant de l'argent aux entreprises en reconstruction en Europe, mais aussi en achetant des parts de marché ou des capitaux au sein même de ces entreprises. On se dit que l'économie américaine est florissante et que les États-Unis font vraiment la bonne affaire. Sauf qu'il n'y a pas que le facteur de la Première Guerre mondiale qui explique le boom des années 1920. En effet, en ce début d'année 1920, les États-Unis sont un État libéral qui possède une industrie innovante et qui utilise de nouvelles méthodes économiques. Pour rappel, le libéralisme économique est une notion en économie qui prône des pratiques libérales telles que le libre-échange des marchandises, des droits du travail plus souples et une liberté élargie pour les entrepreneurs. En gros, l'État n'intervient pas, c'est le marché qui décide, c'est le fameux Let the market decide. Les présidents américains d'après-guerre vont en effet, par tout un ensemble de mesures, contribuer à développer l'économie de leur pays, même si en 1920-1921, on a affaire à une légère dépression. On pense tout d'abord à Warren G. Harding, président de 1921 à 1923, et qui, dès son mandat, décide de tout un tas de réductions budgétaires qui avaient débuté déjà durant les derniers mois de la présidence Wilson. Le président précédent, celui qui avait engagé les États-Unis dans le conflit en 1917. Les dépenses fédérales, donc de l'État, diminuèrent de 6,3 milliards de dollars en 1920 à 5 milliards de dollars en 1921 et à 3,3 milliards de dollars en 1922. Entre-temps, les taux d'imposition furent réduits à tous les niveaux de revenus. Et au cours des années 1920, la dette nationale fut réduite du tiers. Il voulait laisser le marché économique s'ajuster seul et il veillait à ce que l'État n'intervienne pas directement dans l'économie. De 1923 à 1929, le président Calvin Coolidge prône le libre marché et la libre concurrence et signe le Revenue Act de 1924 qui réduisait l'impôt sur le revenu dans la lignée des mesures précédentes, tout en augmentant les droits de succession. Coolidge laissa la politique économique entre les mains de son secrétaire au commerce, Herbert Hoover, qui utilisa les fonds gouvernementaux pour développer le transport aérien et la radio. Dans son idée, les taxes devaient être faibles et le moins de personnes possible devaient les payer. Puis vint le président suivant, qui n'était autre que Herbert Hoover lui-même, précédent secrétaire au commerce, qui continua dans la voie de son prédécesseur. Il fut élu en 1928 avec son slogan électoral A chicken in every pot, a car in every garage. Littéralement parlant, un poulet dans chaque casserole, une voiture dans chaque garage. Ce slogan reflète alors bien son programme. Il continue en affirmant que l'État ne doit pas intervenir dans l'économie. Manque de bol pour lui, la crise se déclenche et il n'arrivera jamais vraiment à prendre des mesures efficaces pour l'enrayer. Et au final, il est battu aux élections suivantes par Franklin Delano Roosevelt. En tout cas, au cours des années 1920, les États-Unis deviennent véritablement le pays le plus riche du monde. Et d'ailleurs, ils comptent bien sûr le plus grand nombre de millionnaires à l'époque. Il faut penser notamment aux réussites d'Henry Ford, qui pèsera à sa mort 200 milliards de dollars, c'est 2 fois plus que Jeff Bezos aujourd'hui. Ou encore on peut évoquer John Davidson Rockefeller, le magnat américain du pétrole, qui pèsera aux environs de 336 milliards de dollars. En plus de ces mesures politiques et économiques, les États-Unis font preuve d'innovation et révolutionnent leur industrie. On pense notamment au Fordisme ou au Taylorisme. Pour rappel, le Taylorisme, qui tient son nom de son inventeur Taylor, qui était ingénieur, est une méthode d'organisation scientifique et spécifique du travail dans l'industrie par l'utilisation maximale de l'outillage et la suppression des gestes inutiles. On retrouve cette idée dans le Fordisme, qui est un mode de développement industriel visant à accroître la productivité par la réorganisation du travail utilisé massivement par Ford. Bien sûr, on peut évoquer le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes, qui témoigne bien sûr de ces méthodes. On essaye donc de rationaliser le travail, de réduire les coûts de production pour faire toujours plus de profit. Preuve de la réussite économique de cette méthode,
Ford devient le plus grand constructeur automobile du monde. Avec 245 $ de l'époque, vous repartez avec une Ford T dans votre foyer. En parallèle, et preuve de cette réussite, la méthode sera appliquée dans d'autres domaines, notamment l'univers du textile. Fini le sur-mesure. On fabriquera désormais des vêtements avec des tailles standardisées, les fameuses tailles S, M, L, XL. Les États-Unis font aussi leur révolution dans le domaine des transports. En effet, chaque foyer américain va se doter d'une Ford ou d'une automobile dans les années 1920. De plus, l'État opère de grands travaux, fini les routes caillouteuses, poussiéreuses, bonjour les routes bitumées. Il faudrait rajouter à cela la performance de Charles Lindbergh, le premier aviateur à relier les États-Unis et l'Europe en vol direct, sans escale et sans ravitaillement. Il faudrait bien sûr ajouter à cela, encore une fois, la construction acier avec les premiers gratte-ciel construits à New York, et notamment le plus fameux d'entre tous, l'Empire State Building, qui restera la plus haute tour du monde pendant bien des années. Bien sûr, cela permet aux États-Unis de rayonner à travers le monde. On peut rajouter bien sûr à cela l'essor et le développement du cinéma américain qui va véritablement s'industrialiser avec la création des premiers grands studios, le succès des films de Chaplin et qui va véritablement innover à travers la création du premier film parlant de l'histoire, Le chanteur de jazz. D'ailleurs, en 1920, le cinéma pèse $1 milliard. Symbole de cette innovation perpétuelle des États-Unis, il faudra rajouter à cela l'invention de la radio et de l'aspirateur que l'on retrouvera dans les années 20 dans tous les foyers. Bien sûr, dans d'autres pays, ce n'était pas forcément le cas et cela contribue d'autant plus au rayonnement des États-Unis à l'international. Conclusion de cette vidéo sur le contexte de ces années 1920, c'est que l'économie américaine est en plein boom. Les États-Unis ont comme garantie le remboursement des puissances européennes dues à la Première Guerre mondiale. L'État et les présidents américains successifs prônent le libéralisme économique et la consommation des ménages. Parallèlement à ça, on baisse les coûts de production et il y a une forte rentabilité globalement sur la décennie pour les entreprises qui utilisent de nouvelles méthodes telles que le taylorisme ou le fordisme et qui s'enrichissent très fortement. De plus, le pays et ses industriels sont à la pointe de l'innovation et de la technologie. On pense notamment à l'industrie du cinéma, de l'automobile, la révolution des transports et le développement de la radio et de l'électroménager. Profitant du système, les banques américaines se développent et s'enrichissent. La population a un pouvoir d'achat fort et peut accéder très facilement au crédit. Cependant, à la fin des années 1920, il faudra un peu plus nuancer notre propos. L'industrie, l'agriculture produisent beaucoup et sans doute trop par rapport à la demande de l'époque. Il y a donc dès 1928 une baisse de production. Les entreprises se réajustent au marché. Si le boom de la production n'est plus celui du début des années 1920, rien ne laissera supposer qu'à la fin de la décennie, une semaine de crise allait mettre à mal l'économie des États-Unis et du monde entier. Mais cela, ce sera dans une prochaine vidéo. Salut!